Faut-il investir dans les dictatures? J'ai pas trouvé mieux, désolé. Ceci étant dit, ce qui est intéressant dans ce que je vais vous dire, c'est qu'on va voir s'il y a une corrélation entre les caractères libéral ou autoritaire des pays sur lesquels on peut investir. On verra s'il y a un intérêt à distinguer les deux, et on verra que la réponse n'est pas tout à fait celle que l'on croit. On verra aussi toutes les rubriques habituelles de l'hebdo de Ricardo, c'est-à-dire les crypto-monnaies, les indices, ainsi que vos valeurs à étudier, et puis on parlera aussi de l'indice des pépites. Allez, c'est parti pour le 24e épisode de l'hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Et aujourd'hui, on va essayer de pas aller sur les pays où il faut pas aller, et vous verrez que c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait croire sur les critères qu'il faut choisir pour aller sur un pays, entre guillemets, exotique. Voilà, ça sera le titre du jour de cette vidéo. On tâchera de développer une explication complète sur les critères qui sont intéressants à regarder dans un pays quand on veut investir. Et puis on enchaînera après sur les rubriques classiques de cette vidéo. On commencera évidemment par la crypto-monnaie. Vous verrez que sur le Bitcoin, j'avais vu un truc et il a l'air de se réaliser. C'est assez sympa de voir que des plans peuvent se mettre en place parfaitement. Et c'est le cas visiblement sur le Bitcoin. On verra que sur l'Ethereum, on est aussi proche de ce qu'on voulait, en tout cas de ce qu'on avait comme objectif. On enchaînera sur les indices qui évidemment sont en train de faire la tête, en train de légèrement fléchir, toujours assez lentement. Par contre, c'est pas du tout le même cas sur les small et les mid. On ira faire un petit tour en Allemagne et en France pour voir un petit peu la situation. Et c'est pas joli. Et c'est un peu partout pareil en Europe. On verra aussi que les États-Unis sont beaucoup plus résilientes. C'est un peu un retour aux sources avec les États-Unis qui surperforment l'Europe. C'est quand même assez souvent revenu en bourse. Dans la deuxième partie de la vidéo, écoutez, on parlera des actions que vous m'avez proposées. On fera aussi un retour sur deux valeurs qui s'effondrent actuellement en bourse. Et je ferai un petit arrêt sur image sur ces deux valeurs de telle manière à vous faire comprendre que quand je vous dis que l'hydrogène, il faut pas y aller, écoutez, vous verrez qu'il faut vraiment pas y aller. Et puis on finira l'émission avec le fameux indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo. On verra qu'il y a des dossiers qui montent, il y a des dossiers qui baissent, il y a des dossiers qui font pas grand chose. Finalement, il a fait une semaine plutôt correcte quand on voit ce qui se passe sur les indices classiques. Allez, c'est parti pour ce 24e épisode de l'hebdo et on attaque tout de suite avec le titre du jour. Faut-il investir dans les dictatures ? Alors c'est vraiment un titre un petit peu tiré par les cheveux parce que l'idée c'était plutôt de vous dire voilà quels sont les critères qui font qu'un pays, une région du monde peut être intéressante en termes d'investissement boursier. Et je trouve que il y a des raccourcis qui sont faits assez rapidement sur ces sujets-là et il est peut-être intéressant de faire un point sur ce thème. Alors d'abord on va faire un constat général de est-ce qu'il y a vraiment une distorsion entre les pays dictatoriaux et je dirais libres. Et puis on verra que la vérité n'est pas tout à fait là où on pense. Justement, l'intérêt de la chose, c'est de vous emmener tranquillement vers l'idée qu'il y a des critères à respecter et on essaiera de les énumérer de telle manière à ce que vous ayez idée de quelles sont les typologies de pays sur lesquels on peut aller investir en bourse et puis d'autres où il faut éviter d'y aller, en tout cas à mon avis. Et on verra ça dans cette partie de l'émission. Alors l'idée de ce thème m'est venue suite à un tweet que j'ai vu passer sur Twitter, sur X, et qui m'a interpellé sur l'idée qu'effectivement il y avait peut-être une distorsion entre les pays dits totalitaires et puis les pays qui ne le sont pas par rapport aux performances que les bourses de ces pays divers peuvent faire. Et vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à apprendre dans cette émission. Et je vous mets tout de suite le graphique qui était proposé dans ce tweet. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit en bleu que je dirais les pays. Alors attention, on parle bien des bourses, donc c'est plutôt les indices de ces pays qui sont agglutinés dans ce graphe. Et on voit que les bourses dites de pays libres ont une performance en bleu qui est bien meilleure que la moyenne globale du marché. Par voie de fait, on constate que si ça c'est au-dessus de la moyenne mondiale, et ceux qui tirent vers le bas, c'est les pays qui ne sont pas dits libres, donc les pays dictatoriaux. Alors je me suis dit, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur les indices, et puis on fait un peu le tour des indices mondiaux, et puis je vais essayer de voir si je trouve effectivement une corrélation sur le sujet, et je l'ai trouvé. On va dire, si vous regardez bien dans l'ensemble de ces indices que j'ai repérés, alors le tout premier c'est le SP500, c'est le VIX, donc on va pas prendre en compte, mais pour ce qui est du reste, ce sont les indices mondiaux qui sont je dirais le panel global mondial de ce qu'on peut trouver, et où vous allez voir qu'il y a quand même une corrélation assez véridique avec
ce que l'on a vu juste avant. Et qu'est-ce qu'on voit en tout dernier avec les performances sur 3 années, ça me paraît important de regarder les performances sur 3 ans. Eh bien, on voit que c'est le Hang Seng, alors c'est Hong Kong. Donc, je rappelle que Hong Kong a intégré la Chine il y a quelques années. On viendra dessus tout à l'heure. Et puis, on voit tous les indices chinois qui sont complètement à la ramasse sur 3 années. On voit que sur une année, c'est à peu près pareil. Et on a juste un peu mieux que les indices chinois, l'indice russe, qui nous fait dire la conclusion suivante. Eh bien oui, c'est tout à fait vrai. Les dictatures, les pays totalitaires ont des performances boursières beaucoup moins intéressantes. Bon, alors c'est allé un peu vite, mais on va les voir un petit peu plus loin ce qui se passe sur d'autres indices boursiers. Alors je vais défiler un petit peu la main parce que je suis pas sur le menu habituel. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois différents pays qui me semblent tout à fait, entre guillemets respectables politiquement. Et on va voir qu'il y a quelques pays sur lesquels c'est beaucoup plus tendancieux. Le tout premier, je dirais, qui me paraît être assez totalitaire quand même, c'est l'Arabie Saoudite, avec le Tadaoul là qui est ici et qui est en performance négative sur cette année avec une performance sur 3 ans de plus 24, mais c'est pas le plus haut du classement, il faut l'avouer. Et on va continuer à regarder s'il y a d'autres pays qui nous intéressent. Et j'ai trouvé justement le tout dernier, enfin en tout cas celui qui a le plus progressé en 3 ans et cette année, c'est l'indice turc, le BIST 100. Et on peut se dire que finalement il n'y a pas de corrélation. Alors à vrai dire, c'est pas tout à fait vrai parce que si vous reprenez, et ça sera un des critères dans la suite de la vidéo que je vous expliquerai, c'est qu'il faut considérer la monnaie. Et aujourd'hui, l'indice turc, il explose, mais la monnaie est en train de s'effondrer. Donc à vrai dire, si vous faites le rapport, vous vous retrouvez avec un indice turc qui est pas du tout intéressant dans les monnaies, je dirais, occidentales que nous avons en comparaison à la livre turque. Voilà. Mais globalement, on peut considérer quand même qu'il y a quand même un intérêt de faire attention à la politique de chaque pays dans lequel on va investir. Mais de là à tirer une conclusion absolue sur le régime politique libéral, le régime politique dictatorial a une influence directe sur les cours de bourse, je pense qu'il faut un peu plus d'éléments que ce que je viens de vous faire voir. Et à vrai dire, au monde, il y a eu un cas exceptionnel qui me paraît être intéressant à regarder pour qu'on puisse voir les conséquences de ce que peut provoquer un régime totalitaire sur une bourse qui a été dans le passé sous un régime libéral. Eh bien, cet exemple, je vais vous le faire voir tout de suite avec le graphe que je vais vous présenter. Et cet exemple, c'est l'exemple de Hong Kong. Alors Hong Kong, pour les jeunes qui ne savent pas, il faut savoir que Hong Kong était sous protectorat anglais jusqu'en 1997, exactement jusqu'au 1er juillet 1997, donc c'est-à-dire à peu près 25 années, ça fait 26-27 ans que ça a été fait, et nous avons ici un graphe d'à peu près le double de la période, c'est-à-dire qu'on a à peu près autant de temps avant que de temps après le retour de Hong Kong au sein de la Chine. Et maintenant Hong Kong est chinois, avec un régime un peu spécial où on sait qu'il y a eu des tensions un petit peu sur la liberté des gens au sein de Hong Kong. Mais nous, ce qu'on va regarder, c'est uniquement la bourse et voir si investir du temps des Anglais était mieux que du temps des Chinois. C'est assez simple parce que vraiment le graphique est absolu et vous allez voir qu'il y a vraiment deux périodes différentes et la césure est absolument évidente. Alors je vais mettre le curseur exactement sur le moment où les Anglais ont rétrocédé Hong Kong à la Chine. Alors vous allez me dire, ok, on était donc arrivé à 16 500 points à peu près sur l'indice hongkongais, qui s'appelle le Hang Seng. Et à vrai dire, si vous regardez 26 ans avant, c'est-à-dire ici, eh bien le Hang Seng était autour de 200 points. Donc je crois que c'était 150 juste avant. Voilà, on va dire 150 pour arriver à 16 000. En 26 ans, l'indice hongkongais a fait x100. Depuis la reprise par les Chinois, eh bien l'indice hongkongais, vous le voyez sur le graphe, il est à peu près équi, il n'y a pas eu de progression. Alors ça a bougé, ça a gigoté, ça a été un peu plus haut, ça a été un peu plus bas aussi au début, mais globalement, ça reste légèrement haussier, mais la dynamique de l'indice de Hong Kong est totalement cassée. Donc ça aurait tendance à corroborer l'idée que ce que nous avons vu dans ce graphique précédent était tout à fait justifié. Oui, mais voilà, est-ce que on doit tirer des conclusions avec un exemple qui est vraiment évident ? Enfin, c'est vraiment une période à 26 années où vous avez x100 sur l'indice hongkongais et puis les années après, il n'y a rien. Est-ce qu'on doit tirer une conclusion absolue sur cette distorsion entre les pays, je dirais, totalitaires et les pays dits libres ? C'est un peu facile. On va aller voir un autre exemple qui va commencer à nous faire douter de cette potentialité de jugement assez à l'emporte-pièce et finalement un peu réducteur.
Donc nous voilà sur l'indice chinois. Alors j'ai pris, il y en a plusieurs, hein, mais j'ai pris celui, le Shanghai Composite. J'ai regardé un petit peu les autres, c'est à peu près dans le même esprit. Et finalement, quand on regarde bien, entre l'année 91 où démarre ce graphe, on est autour d'une valeur de 100 points de cet indice. On est actuellement à 3000, on est monté à 5000, même à 5900, mais finalement, ce sont dans des moments qui sont équivalents à ce que nous avons connu aussi dans nos pays. Ce sont les cracks que l'on a connus. Je vous fais une petite parenthèse comme ça. Il n'y a pas intérêt à ce que notre ami le Shanghai passe en dessous là, hein. Regardez bien là, vous avez une sacrée oblique long terme. Si ça casse, ça peut faire mal. Enfin bon, bref, on verra bien. Mais quand je vous dis que la Chine c'est pas fort, c'est pas fort. Hein. Et à vrai dire, l'idée que j'ai à travers ce que je voulais vous dire, c'est que finalement la Chine c'est quand même totalitaire. Ça reste totalitaire. Ça reste un pays qui est quand même loin d'avoir tous les intérêts, je dirais, démocratiques qu'on aimerait voir comme dans nos pays. Mais voilà, il a fait x30. C'est quand même un indice intéressant, même si je trouve qu'il faut pas investir en Chine pour les raisons que j'ai expliquées dans une autre vidéo. Tiens, je vous la mets là, comme ça vous l'aurez, vous pourrez aller voir cette vidéo qui a bien fonctionné et qui est très appréciée par les auditeurs de la chaîne. Mais on voit bien que finalement, la conclusion est peut-être un petit peu rapide sur le sujet. Alors on va pas faire tous les indices du monde qui contredisent ce que j'avais dit au début, mais il se trouve qu'il y a pas mal de pays qui ont quand même réussi à se développer de manière assez intensive, assez importante, sans renier leur croissance, et qui ont été des pays où l'investissement a été important et où investir dans ces bourses, je dirais locales, a été parfaitement intéressant pour la plupart des gens. Alors je pense à des pays, je prends au hasard comme ça, mais moi je pense à Taïwan, je pense à la Corée du Sud. Alors pour les jeunes aujourd'hui, ça paraît évident que c'est un pays développé. Mais moi, il y a 30-40 ans, c'était pas comme ça. Hein. C'était pas du tout comme ça la Corée. Et puis on se dit, finalement, tous ces pays qui se développent un peu partout, écoutez, on va faire la même chose. Alors on nous dit il faut aller acheter de l'Inde. Je dis pas qu'il faut pas acheter de l'Inde. Je dis pas qu'il faut pas acheter de l'Indonésie. Il faut pas acheter, par exemple, de la Thaïlande. Vous remarquez que je parle beaucoup de l'Asie. Et c'est pas par hasard, parce que c'est là-bas où il y a de la croissance, et ça restera, je pense, là-bas où il y a de la croissance. Mais c'est peut-être de la croissance au pied d'argile, et il faut y faire attention. C'est pour ça que moi, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu quand même les choses avec un autre angle. Bon, il y a un autre pays qui est quand même assez exceptionnel dans cette histoire, et qui est peut-être l'un des plus incroyables, je dirais, sur la place mondiale, et alors je dirais pas boursièrement, mais en termes d'économie qui s'est vraiment développé. Alors boursièrement, ça n'a pas été aussi important, mais c'est Singapour. Singapour, c'est devenu l'une des plus grosses bourses mondiales, mais sur les matières premières. On a déjà fait une vidéo sur les matières premières, on va pas revenir dessus. Mais Singapour, alors par rapport à une historique assez particulière, c'est un pays c'est une région qui a été expulsée de la Malaisie plus qu'autre chose, et qui s'est retrouvé autonome sans le vouloir, et qui a dû se débrouiller tout seul. Mais c'est un pays très totalitaire, à vrai dire, mais qui a un fonctionnement un petit peu particulier, comme on peut voir qu'en Asie, à vrai dire. Et nous, les Occidentaux, on comprend pas tout à fait comment il fonctionne. Et puis géographiquement, écoutez, c'est un emplacement qui est très particulier aussi, puisque on est en bas de la Malaisie, juste en dessous, et vous avez un détroit qui s'appelle le détroit de Malacca, et le détroit de Malacca est le passage obligé, le plus court qui soit, pour partir de Chine, aller vers l'Afrique, je dirais l'Inde, je dirais le pays du Moyen-Orient. Donc vous avez tout le pétrole qui vient du Moyen-Orient vers la Chine qui passe dans ce détroit, et vous avez ensuite toute l'Europe qui fait venir ces marchandises chinoises, et ça passe par au large de Singapour. Donc Singapour a profité de tous ces intérêts-là pour se développer, et ça reste, je dirais, un pays exceptionnel, puisque vous allez voir plus tard que c'est devenu vraiment un exemple absolument incroyable au monde de développement économique et de produit intérieur brut par habitant. On verra ça un peu plus tard. Donc je dirais que quand on a un esprit totalitaire, est-ce que on doit considérer que le développement d'un pays, le développement d'une bourse par la suite, a un impact tout à fait en corrélation avec l'idée du totalitarisme ou de la démocratie? À vrai dire, je commence à vous faire douter, et je vous cache pas que moi aussi. Et à vrai dire, en creusant un petit peu et en disant, voilà, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus, je me suis dit, mais c'est quoi les critères ? C'est quoi les critères qui font qu'on peut aller dans un pays de manière plutôt sereine et investir de manière, je dirais, apaisée, long terme, où des investissements pourraient monter, je dirais, lentement ou pas lentement, ou avoir des baisses plus ou moins limitées? Eh bien écoutez, je pense qu'il était intéressant de faire un point sur les critères qui sont intéressants à retenir pour choisir ou éliminer une zone géographique et un pays, et évidemment les bourses qui y sont
associés. Alors la première des choses, c'est je voudrais casser quelques idées sur ces critères. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est des critères qu'il faut pas retenir et qui sont pas des bons critères. Le premier, c'est on l'a vu, c'est un peu le critère politique, autoritaire, plus ou moins autoritaire. D'ailleurs, même sur des pays libres avec des élections régulières, est-ce que l'extrême droite, la dite extrême droite, est pire que le centre ou la gauche classique, je dirais gouvernementale? C'est prouvé qu'il y a des gouvernements compétents et des gouvernements incompétents. Donc déjà, le caractère politique, il est très différent de ce qu'on pourrait croire. Il n'est pas orienté. Je dirais qu'il y en a qu'un qui, pour moi, me semble absolument à proscrire, c'est le communisme, parce qu'il est complètement à l'encontre de l'esprit de la bourse. Il y a un deuxième critère qui me vient à l'esprit et qui me fait dire qu'il faut pas tomber là-dedans. J'ai étudié, j'ai travaillé à la vidéo. C'est la notion de population jeune. On nous explique que plus la population est jeune, plus il y a un développement potentiel économique, etc. C'est tout à fait vrai, il n'y a aucun problème sur le sujet, mais est-ce que boursièrement, on doit dire, voilà, une population jeune ou vieille provoque ou non le choix ou le non-choix d'un pays? Écoutez, je vais vous donner un exemple à l'envers sur le sujet. C'est un des pays qui est le plus vieillissant du monde, c'est le Japon. Et le Japon, ça fait maintenant quelques années que la bourse japonaise est fortement en hausse et qui a retrouvé vraiment de l'allant, alors qu'elle a été vraiment pendant 25 ans vraiment une catastrophe. Mais finalement, c'est reparti. Donc il n'y a pas de corrélation entre la vieillesse du Japon et la performance boursière de la bourse de Tokyo. Et puis je dirais que de l'autre côté, des pays extrêmement jeunes, je pense aux pays du Maghreb, je pense aussi pas mal aux pays de l'Afrique. Écoutez, si vous me trouvez une bourse qui est vraiment intéressante au niveau africain, dites-le moi, parce que sincèrement c'est dommage, mais il y a strictement pas grand-chose à retenir sur le sujet. Et puis il y a une dernière chose sur laquelle je dirais qu'il faut faire attention à des prérequis qu'on aurait sur par exemple les impôts. Est-ce qu'il y a un pays qui est très important en impôts? Est-ce que ce pays provoque, je dirais, des mouvements boursiers différents et plutôt mauvais? Écoutez, j'ai un exemple tout bête, c'est la France. Est-ce que la France va mal parce que c'est le pays le plus imposé du monde? Boursièrement, c'est pas non plus extraordinairement mauvais. Il y a un autre pays qui est très friand d'impôts divers et variés, c'est le Danemark. Le Danemark, je peux vous dire que c'est la place de Copenhague, c'est une place très intéressante. Donc il n'y a pas vraiment de corrélation entre le caractère imposition ou non-imposition qui fait que la dynamique d'un pays, d'une bourse, va être différent. À vrai dire, c'est pas ça du tout qui va faire ça, parce que l'impôt peut servir aussi à des infrastructures, et c'est là où vous allez comprendre que les critères qui deviennent intéressants, c'est pas ces trois-là, ne vous trompez pas, c'est plutôt ceux qui suivent. La première chose, l'un des premiers ensembles de critères qui est à retenir, c'est le caractère business friendly. Alors à vrai dire, ça regroupe pas mal de choses, mais c'est cette capacité à un pays de laisser la liberté d'entreprise se mettre en place. Donc vous pouvez être parfaitement totalitaire, comme Singapour l'a été, tout en laissant la liberté aux entreprises de s'installer, de se créer et de se mouvoir. Donc ça implique, je dirais, pas mal de choses à travers ce critère-là, notamment, je dirais, des règles qui sont plutôt souples de fonctionnement sur la partie administrative du pays. Je vous cache pas que la France, là, on a un zéro pointé sur le sujet, mais ça va un petit peu plus loin que l'idée simple d'avoir beaucoup de bordereaux à remplir à droite à gauche, comme on sait très bien le faire dans notre pays. C'est aussi la stabilité des règles fiscales, sociales, et je dirais globalement l'ensemble, la stabilité, pas l'importance, mais que ce soit toujours la même chose. Parce qu'à chaque fois vous faites modifier, que l'administration, pour des raisons parfois nébuleuses, vous invente des trucs à dormir debout, ça impose à l'entreprise de s'adapter, donc c'est de l'énergie, donc c'est des coûts, et ça fait que sur une économie en global, ça coûte cher. Ça coûte cher, et je dirais que là-dessus, la France, on a quand même compris à travers le président actuel, il a ses qualités et ses défauts, mais là-dessus, on a quand même la volonté de faire des règles qui sont vraiment stables et qui ne changent pas tous les 4 matins, et c'est vraiment une grosse demande de la part des businessmen globalement sur un pays d'avoir cette stabilité des règles dans le temps. À vrai dire, ce que recherche l'ensemble du business quand il arrive dans un pays, c'est vraiment est-ce que j'ai un environnement qui m'est simplifiant pour pouvoir investir. Et c'est là où je dirais qu'il y a une bataille qui existe entre plein de pays. Alors moi je sais qu'il y a des chiffres qui sont tombés et qui peuvent surprendre les gens, mais aujourd'hui le pays le plus attrayant pour les investissements étrangers en Europe, sur l'Europe, dans l'Union européenne, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre, alors l'Angleterre n'est plus du tout dans l'Union européenne, mais c'est la France. C'est la France parce que il y a eu, alors on venait de tellement loin, vous allez me dire qu'on pouvait faire que mieux. Mais aujourd'hui c'est là où il y a le plus d'argent qui arrive. C'est en France. Donc on voit bien que la stabilisation, la simplification des procédures fait que l'accompagnement, je dirais, des investisseurs à travers toutes les procédures qu'il y a à faire sur
sur la France, fait que il y a des résultats qui tombent parce que voilà, ça donne envie de venir. Notamment la ville de Paris, qui est quand même une ville qui attire énormément les gens. Faut savoir que les Anglais, quand ils ont voulu revenir un petit peu sur le territoire européen après le Brexit, ils ont d'abord choisi plutôt Paris que Francfort. Entre nous, Francfort, c'est un petit village. Alors c'est pas un village, mais c'est une petite ville du fin fond de l'Allemagne. Ça donne pas toujours envie d'y aller. Et puis il y a un dernier critère sur cette partie-là, qui est un petit peu cette liberté d'entreprendre, ce business friendly, c'est cette capacité d'un pays à ne pas sanctionner trop fortement les sociétés sur des sujets. Alors je pense notamment au social, au fiscal, etc. Enfin bref, de telle manière à ce que quand la justice vous tombe dessus parce que vous avez fait une erreur, que ce soit pas non plus la pendaison sur la place publique, quoi. C'est juste, on a juste besoin de faire respecter les règles et d'appliquer des sanctions qui soient modérées avec un process qui n'interdise pas à l'entreprise de se développer malgré ses erreurs de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la lecture qu'ont les entrepreneurs quand ils viennent s'implanter dans une zone du monde pour pouvoir faire du business. Alors pour moi, un autre critère qui est quand même très important, c'est la stabilité politique, l'environnement politique qu'il y a dans le pays où on veut investir. Ça, c'est vraiment assez important. D'ailleurs, on voit des mouvements à chaque fois qu'une élection fait changer, l'étiquette politique d'un pays. On se retrouve avec des mouvements sur les marchés qui sont importants. Je vous rappelle quand même que nous sommes assez proches. Je crois qu'on n'est pas loin on est à 1 an des élections américaines, et vous verrez que c'est un moment boursier assez particulier que les élections américaines. Rendez-vous l'année prochaine. Donc cette stabilité politique est importante. Je dirais que aux États-Unis, on a une constitution qui existe depuis, je sais plus, plus de 200 ans, je crois. Enfin, j'ai pas ça en tête, mais ça n'a jamais bougé. En France, on a quand même stabilisé avec la Ve République. Et tous ces pays qui ont une stabilisation politique entre guillemets sont intéressants. C'est peut-être pour ça aussi que la bourse italienne a des difficultés, avec des changements de gouvernement continuels. Ça devient lassant et ça sous-évalue, ça sous-valorise l'économie du pays. Alors qu'il va s'associer à ça, évidemment, changement politique le moins possible. C'est pour ça que d'ailleurs Macron, quand il a été réélu, il s'est rien passé sur les bourses. Mais il y a aussi cette notion de compétence. Je vous cache pas, l'un des cracks boursiers qu'il y a eu spécifiquement en France, c'était le 10 mai 81, quand Mitterrand est arrivé. La gauche arrivait au pouvoir. Est-ce qu'ils sont compétents? Bon, c'est avéré qu'ils n'ont pas été compétents pendant 2 ans, puisqu'il y a quand même eu une dévaluation monétaire en 83. Mais bon, bref, ça c'est des trucs de vieux. Mais bon, sachez pour information que 83, c'était quand même pas rigolo. Et ça a été redressé ensuite avec des gens beaucoup plus compétents, de gauche, mais beaucoup plus compétents, et qui ont permis au pays de se redresser. Mais la compétence du gouvernement, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, on voit des mouvements qui se passent avec des idées, des réactions de marché par rapport à des idées qu'ont des gouvernements nouveaux, qui font que on voit bien que c'est bien la compétence des gens qui sont mis en place qui fait le mouvement des places boursières. Alors, il est évident que un autre critère qu'il faut absolument retenir et si vous avez le sentiment que nous sommes dans des pays avec de la corruption, où un État est défaillant par rapport à son fonctionnement, sachez que c'est un critère qui est vraiment éliminatoire par rapport à ça. Donc, cherchez des pays où il y a vraiment une stabilité des infrastructures, je dirais, politiques, gouvernementales, qui permettent d'être serein sur ce qui se passera dans le pays demain matin. Alors, il est évident que je vais pas vous faire le laïus de toutes les régions du monde où il y a des guerres, où la géopolitique est compliquée. Enfin, moi personnellement, j'investirais jamais sur des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. Je sais même pas s'il y a une place boursière en Iran, mais l'important est pas là, c'est de dire que voilà, vous sentez bien que ça va pas. Et si vous aviez écouté du temps où ma première interview que j'avais fait sur YouTube, c'était en 2020, et j'avais exprimé mon idée sur l'Europe de l'Est par rapport à l'Europe de l'Ouest, puisque moi je suis un investisseur Europe de l'Ouest et uniquement sur l'Europe de l'Ouest, même si je réfléchis aux États-Unis. Mais pourquoi l'Europe de l'Est, j'y croyais pas en 2020. Enfin, j'avais dit je n'y crois pas, mais c'est pas que j'y croyais pas, c'est que je trouve ça trop dangereux. Aujourd'hui, il y a un pays qui se développe, qui est vraiment intéressant, je dirais boursièrement même, ça peut être très sympa, c'est la Pologne. Mais pour moi, c'est trop près de la frontière russe. Et moi, j'ai toujours eu en tête l'idée que les Russes avaient envie de se venger de ce qu'ils avaient vécu je crois que c'est dans les années c'est juste après 89, donc je crois que c'est 91 ou 92 que l'URSS s'effondre, et à vrai dire, c'est un moment où il y a eu un peu d'humiliation de la part de l'Occident, qui fait peut-être qu'aujourd'hui Poutine utilise ces moments, ces travers de l'histoire pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent, et puis de se faire accompagner de ses populations
sur des combats qui sont quand même assez violents, et je pense évidemment à l'Ukraine. C'était assez, moi ça me paraissait assez évident que l'Ukraine allait se faire attaquer. Donc l'Europe de l'Est est pas vraiment stable. Et puis vous savez, je vais vous le dire tout de suite, quand vous voyez ce qui se passe en Serbie, etc., c'est pareil. Ces pays-là sont des pays chauds, sont des pays belliqueux. Eh bien, il faut prendre ça en compte. Ça, c'est un autre des critères qui est important, mais qui me paraît tellement évident que bon voilà, enfin, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est rédhibitoire et c'est historique et je n'irai jamais. Alors un autre critère, et on va enchaîner ça va enchaîner avec la suite, je dirais, c'est par rapport à la structuration que ces gouvernements font, par rapport à cette stabilité. On se retrouve avec des infrastructures qui sont quand même généralement assez bien suivies dans le temps. Je dirais au niveau électricité, au niveau des routes, au niveau aéroportuaire, etc. Enfin bref, tout ce qui permet de faire du business, c'est de faire arriver des produits ou repartir des produits de manière assez rapide, parce que quand on veut exporter d'un pays vers un autre, c'est mieux qu'il y ait une ligne de train, une autoroute, une ligne aérienne, je ne sais pas quoi, mais en tout cas quelque chose qui permette de faire cette exportation de produits. Donc à vrai dire, les communications ainsi que l'énergie sont absolument nécessaires et sont stratégiques dans les choix des investisseurs quand ils vont sur un pays, et donc on doit faire la même chose dans l'idée d'investissement. Est-ce que nous avons des infrastructures qui sont à la page, je dirais, dans le pays où on est investisseur? Alors ça enchaîne sur cette dernière partie de critères que je trouve important, c'est la population. La population, vous allez me dire quel est le lien avec ça? À vrai dire, je vais peut-être vous surprendre, mais les pays émergents, comme on dit, il y en a qui émergent, mais pas beaucoup, il y en a beaucoup qui émergent pas. Et donc l'idée quand même, je dirais sécure par rapport à ça, c'est de choisir des zones géographiques, des pays où vous avez une population déjà riche. Déjà riche, donc avec des infrastructures déjà mises en place, je dirais, avec une structuration sociale qui est déjà mise en place. Elle est associée finalement, et là c'est à contresens un petit peu de ce qu'on pourrait ressentir, mais c'est pas la jeunesse qui est comme ça, c'est pas les pays très jeunes qui sont comme ça, c'est des pays plutôt vieux. Et ils ont établi, ils ont de l'épargne. Il faut savoir que l'épargne est très importante dans la stabilité monétaire d'un pays, donc ça rejoint l'aspect monétaire aussi que le pays doit avoir en termes de stabilité. Et finalement, quand vous regardez les pays qui sont instables, ce sont des pays jeunes, avec une grande jeunesse. Alors c'est peut-être des pays d'avenir. Vous savez, je sais pas si le Nigeria sera un grand pays d'avenir avec les infrastructures qui n'existent pas et avec des enfants qui courent partout dans les rues. C'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses boursièrement parlant. Et à vrai dire, ce qu'il faut retenir, c'est que un élément qui est très important et qui vous est entre guillemets assez simple, c'est déjà voir la géopolitique et de voir, et on va regarder ça tous ensemble, le classement tout simplement des PIB par habitant, parce que le PIB par habitant c'est quelque chose d'important, de telle manière à ce que vous disiez, voilà, moi je vais choisir dans les PIB les plus importants, mais par habitant, et je vais me concentrer sur ça, et c'est comme ça que moi je préfère, je dirais, faire mes choix, et je vais vous faire voir un classement que j'ai vu aussi cette semaine, et qui vous permettra de voir à peu près les pays dans lesquels je trouve qu'il est plutôt business friendly d'aller voir là-bas, et de voir si on investit sur ces pays-là, pour pas être trop tôt dans le processus, pour pas être trop tard non plus, et puis être, je dirais, plutôt sécure sur des investissements qu'on ferait à l'étranger. Alors voici le tableau que j'ai trouvé sur internet où on a les PIB par habitant. Alors je dirais que tout en haut c'est les plus gros, on voit que c'est la Suisse le plus gros suivi des États-Unis, et on a des pays qui sont quand même assez intéressants à ce niveau-là, et on voit que le Danemark est quand même le pays de l'Union européenne le plus haut, c'est un des plus imposés, mais c'est un de ceux qui produit le plus aussi. Et on a aussi la Norvège, donc ce sont deux pays que j'apprécie particulièrement personnellement, et vous voyez que très rapidement vous avez un peu plus d'exotisme avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Singapour, le Canada, les Pays-Bas et la France. Et à vrai dire, c'était l'objet de ce tweet, c'était que la France est sortie des 10 premiers. C'est d'une tristesse absolue, mais oui, la France n'est plus dans les 10 pays les plus hauts en PIB au monde. On est maintenant 11e, et je peux vous dire qu'on n'est pas loin des Anglais qui sont juste derrière nous. Voilà, donc je vous laisse relever un petit peu les pays qui pourraient vous intéresser. Bon, évidemment, il y a des pays qui sont éliminatoires. Je vois Israël, vous comprendrez bien que Israël, on peut pas y aller pour des raisons politiques. Je vous l'aurais dit il y a 1 an, je vous l'aurais dit il y a 10 ans, je vous le dirai encore dans 10 ans. Israël, ce sera toujours instable géopolitiquement parce que c'est comme ça. Alors les exceptions qui ont vraiment émergé, les pays qui ont émergé, qui sont sortis du lot et qui sont arrivés à des niveaux, je dirais, de PIB par habitant très importants, on le voit bien, c'est Singapour d'un côté et la Corée du Sud de l'autre. Et oui, la Chine ne fait pas partie. Alors il y a aussi Taïwan qui a monté assez rapidement dans les années 80-90. Alors là aussi, il y a quand même des pays qu'il faut faire attention. Moi, je pense à la Grèce. Je crois qu'on m'a filé des valeurs qui étaient grecques. Bon, faut faire attention. Ça reste un pays fragile, qui a quand même beaucoup de difficultés et qui se met à réemprunter de l'argent sur les marchés.
Il y en a qui ont du courage. Et ce que l'on voit, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir que la Chine n'a pas spécialement... Alors attention, la Chine, elle se développe, elle se développe vite, mais elle est en train de stagner. Et pour moi, je pense que le dénominateur entre le PIB et le nombre d'habitants, il y a un problème sur le nombre d'habitants. Mais je l'ai déjà dit, j'ai déjà exprimé sur le sujet. Mais si vous regardez bien, la moyenne du monde, elle se trouve ici, et la Chine est juste en dessous. Donc il y a quand même beaucoup de pays qui sont beaucoup plus riches par habitant que la Chine. La Chine, c'est gigantesque, c'est très riche, mais il y a beaucoup d'habitants. Et quand on rapporte à l'habitant, écoutez, on voit que c'est beaucoup moins flamboyant. Voilà, donc je vous laisse regarder, mais vous voyez qu'il y a des petits pays un peu moins connus qui sont à la suite. Je dirais que c'est ça qu'il faut retenir, c'est regarder plutôt ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale que ce qui est en dessous. Ça paraît tout bête, mais juste regarder les pays qui sont au-dessus, c'est plus sécure que les pays qui sont en dessous. Alors je vais en terminer avec cette partie-là, j'espère que j'ai pas été trop long pour vous, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est des critères vraiment finalement assez évidents de développement économique établis déjà depuis un certain temps, et puis vous avez ce critère, je dirais, c'est bien de faire de l'exotisme, mais c'est un petit peu comme quand vous achetez les valeurs AOCA. Alors je vous rappelle qu'il y a un indice qui s'appelle l'indice MDR sur cette chaîne, l'indice des merdes de Ricardo, et cet indice, il vous explique que c'est les pires. Et ça n'ira jamais. Eh bien, écoutez, je dis pas que tous les pays qui sont en dessous de la moyenne sont des pays qui se développeront jamais, mais c'est un peu dans le même esprit. C'est dangereux, quoi. C'est très dangereux. Donc il faut vraiment avoir un pays qui soit dans une tendance de développement, qui soit bien affirmé, avec des infrastructures, avec un gouvernement, enfin bref, avec tous les critères que je vous ai dit, et qui vous permettent de faire des investissements, je dirais, un peu plus sereins, mais surtout, faites attention à la monnaie. Si la monnaie est en difficulté de manière structurelle, il faut vraiment pas aller vers ces pays-là parce que tous vos gains seront perdus par la variation monétaire. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie sur l'investissement dans les dictatures. Vous avez bien compris que c'était dans l'idée, c'était beaucoup plus large et de voir un peu les critères qu'il y avait. C'est pas tout à fait imperméable entre les pays totalitaires et les pays, je dirais, libéraux. Il y a aussi des pays libres qui sont pas du tout intéressants au niveau investissement et il faut quand même bien l'entendre. C'est quand même beaucoup d'autres critères qui sont beaucoup plus proches, beaucoup plus pragmatiques qui font que vous choisissez d'investir dans un pays ou dans un autre. On va enchaîner si vous voulez bien avec la suite de la vidéo, où on va faire le tour de nos rubriques habituelles, et on va commencer tout de suite avec la macroéconomie. Et cette semaine en macroéconomie, on peut pas dire qu'il y a eu grand chose, puisque même vendredi, il n'y a pas de statistiques, donc on est jeudi soir, et je peux clôturer l'histoire de la semaine macroéconomique dès maintenant. Alors c'était la semaine plutôt sur la consommation américaine, puisque dès mardi on a eu les statistiques sur les ventes au détail principales ici, et on voit qu'on est quand même largement au-dessus de ce qui était prévu. On pense que ça va baisser, mais ça baisse un peu, mais ça baisse de pas grand-chose. Alors des 0,9 on passe à 0,6, de 0,8 on passe à 0,7, alors qu'on pensait 0,2, 0,3. Donc vraiment la consommation américaine tient. Je répète, on est lié au chômage, le chômage il n'existe pas, et donc il y a de la consommation. C'est bien le chômage qu'il faut vérifier sur un éventuel décrochage économique important des États-Unis. Alors je vous dis quand même, c'est pas quelque chose qui nous arrange, on voit bien que les taux d'intérêt montent, et on n'est pas loin de 5% au moment où je vous parle. Ça monte, ça refait des plus hauts encore, ça veut pas baisser, ça a fait une pause, mais c'est reparti à la hausse à la moindre statistique qui va pas dans le sens que le marché veut. On sent que Powell parle au moment où je suis en train d'enregistrer, il est en train de parler, mais on verra bien comment la bourse réagit ce vendredi matin, donc vous allez avoir la vidéo vendredi soir, donc on verra comment vendredi ça bouge, mais Powell va pas changer beaucoup de discours, c'est les statistiques qui lui font dire, et les statistiques lui font dire je vais peut-être repasser 0,25 points, un de ces quatre, je suis à peu près sûr de ça, sachant que je ne sais pas du tout ce qu'il va dire. Ce soir, je suis pas branché sur lui, mais c'est à peu près ce qu'il devrait dire, tout simplement. Je serais étonné qu'il y ait autre chose. Alors c'est mercredi qu'on a eu des chiffres, je dirais, rassurants sur la Chine, notamment au niveau de son PIB, puisqu'il a fait 4,9% au lieu de 4,4%, alors qu'on vient de 6,3, donc ça baisse pas aussi fort que prévu, mais ça baisse quand même pas mal. Bon, je reste toujours dubitatif sur les chiffres chinois, mais on va considérer que c'est vrai, en tout cas ça baisse, et l'accélération chinoise est quand même problématique, c'est ce qui tire le monde vers le haut. J'ai envie de vous dire maintenant, il va falloir qu'on tourne nos yeux vers un autre pays qui lui tire vraiment le monde vers le haut, c'est l'Inde,
et on verra bien si ça continue dans le temps, mais l'Inde deviendra de plus en plus importante à mon goût par rapport à la Chine. Un autre chiffre qui me paraît important à regarder, qu'on regarde pas assez souvent, c'est la Grande-Bretagne. Je trouve que ils ont du mal à faire baisser l'inflation. On voit qu'elle est à 6,7, elle ne baisse pas. Là où l'Europe, on est quand même à 4,3, et regardez bien, on vient de 5,2. Donc, dans le même moment, nous avons la même statistique en Angleterre qui ne bouge pas, de 6,7 à 6,7, et on passe de 5,2 à 4,3 en Europe. On a quand même vraiment un problème en Angleterre. Bon, je pense que le gouvernement, mais je vous le dis à chaque fois, le gouvernement, il me paraît plus compétent que ce qu'on a eu avant, mais ça reste difficile quand même pour les Britanniques. C'est vraiment un pays qui a souffert énormément de l'inflation. Elle a été beaucoup plus haut, elle ne redescend pas du tout assez vite. Et sincèrement, ce pays, il est en train de payer son Brexit et il le paye tous les jours. Et puis on revient, je dirais, dans l'après-midi de mercredi vers les statistiques. Je vous disais, c'est la semaine de la consommation. Les permis de construire sont finalement très stables. Et aujourd'hui, il n'y a pas de crise immobilière aux États-Unis. C'est assez impressionnant, mais c'est comme ça. Et on va pas s'en plaindre, on va pas espérer une grave dépression aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça empêche de faire baisser les taux d'intérêt. Je vous le dis quand même, hein, les taux d'intérêt, on parle des taux d'intérêt, mais la vérité, c'est le rollover de la dette qui a été emprunté à 0% et qui va arriver à échéance et qui sera réemprunté évidemment avec des taux qui sont actuellement autour de 5. Et ça pose vraiment problème. Les échéances, qu'on soit très clair, c'est 2025. Il faut absolument qu'on ralentisse et qu'on fasse baisser les taux avant la fin 2024. Si nous n'avons pas des baisses de taux en 2024, je peux vous certifier qu'il va y avoir des sacrés problèmes et des sacrés bébés qui vont sortir des placards et ça fera très mal. Moi, je suis plutôt dans l'idée que 2025, c'est vraiment l'année angulaire par rapport à ce qu'on appelle le mur de la dette. Et je peux vous certifier que c'est ça qui inquiète les banques centrales. Soit dit en passant, j'ai vu un truc passer aussi sur le taux de crédit hypothécaire américain. Sachez quand même que ces gens-là construisent encore et font des prêts hypothécaires à 8% actuellement aux États-Unis. C'est assez phénoménal et ils continuent à construire. C'est de la folie parce que vous allez voir qu'il y a une statistique jeudi. On enchaîne sur jeudi. Vous voyez, c'est des ventes de logements existants. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ça ne bouge pas, ça ne baisse pas, et ça voudrait baisser un petit peu, mais ça baisse même pas. Enfin, c'est vraiment pouillemesque. C'est impressionnant. Les États-Unis, c'est costaud. Où est la crise que vous nous annonciez, tous les trolls là, tous les influenceurs qui nous voyaient toujours des catastrophes partout et qui n'existent pas. Je passe même sur les chiffres du chômage, hein, vous voyez, ça baisse, les inscriptions au chômage baissent, donc il y a vraiment strictement rien à se mettre sous la dent. Une statistique intéressante aussi, c'est l'indice manufacturier de la Fed qui est négatif, qui est moins qui remonte moins fort que prévu. Bon, voilà, ça ralentit, mais rien d'extraordinaire. Voilà, c'était assez court sur la partie macroéconomie, et on va regarder plutôt ce qui se passe sur les indices, parce que vous allez voir que ça baissouillote tranquillement, et finalement il n'y a pas un grand décrochage, si ce n'est sur les small, et vraiment c'est sur l'ensemble de l'Europe que c'est comme ça. La sélection de valeurs, la sélection des actions est vraiment primordiale pour pouvoir s'en sortir sur des marchés comme ça. C'est vrai que cette semaine j'ai un peu tweeté sur le fait que j'avais un portefeuille qui montait, c'est pas toujours comme ça, mais il se trouve que cette semaine j'ai fait une belle progression de mon portefeuille, alors que la tendance du marché est vraiment à l'envers. Ça fait plaisir de voir qu'on est parfois décorrélé du marché, et c'est quand même assez régulier dans ce que je fais, et ça c'est vraiment intéressant. Allez, on regarde les indices tout de suite, et puis on fait un petit spot publicitaire pour le sponsor de la chaîne. Darwin X Zero est le programme d'allocation de capital sans risquer le vôtre. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez de Darwin X Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques semaines. Sans contrainte, ni objectif irréalisable, et quelle que soit votre méthode, l'essentiel est votre performance qui peut attirer jusqu'à 3 millions d'euros sur votre stratégie gagnante. Vous n'aurez aucun capital à apporter. J'ai bien dit aucun capital. Bien au contraire, c'est votre compte virtuel sur Darwin X Zero qui vous permettra de collecter 15% des bénéfices que vous réaliserez, tout comme dans un fonds d'investissement. Alors devenez votre propre gestionnaire de capital pour 38 euros par mois, c'est la solution idéale pour tous les traders qui veulent réussir sans risquer leur propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur vos frais d'inscription avec le lien qui s'affiche sur votre écran et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Et puis pour en rajouter une petite couche sur Darwin X Zero, écoutez, franchement c'est une plateforme vraiment très agréable à fonctionner au quotidien, et personnellement j'y trouve beaucoup d'intérêt pour des stratégies sur les actions, notamment les actions américaines sur lesquelles je fais des tests assez intéressants. Et puis je me suis remis à faire de l'indiciel, et de manière assez intéressante. Vous avez peut-être remarqué quelques tweets que je passais sur le sujet. Allez, on va aller voir les indices tout de suite pour voir ce que ça donne, et ça commence à sentir le roussi.
Allez, on se fait la petite minute crypto-monnaie, puis on va voir que finalement, Ricardo, il avait vu un truc assez sympa et qui est en train de se mettre en place. Allez, c'est parti pour regarder le Bitcoin tout de suite, ce qu'il a fait cette semaine. Alors, cette semaine, c'est dans la suite, ceux qui veulent, vous pourrez aller voir la vidéo de la semaine dernière où je parlais d'un scénario que je trouvais assez intéressant et qui se met en place de manière assez impressionnante. Regardez bien. On va agrandir ici, j'avais tiré cet oblique que je disais, on avait eu un pullback dessus, on est reparti vers le haut, j'avais dit qu'on irait vers les 30, 31, 32, on a fait une hausse jusqu'à 30 000, on est en train de régresser, mais c'est pas, le scénario est pas terminé, on peut retrouver le plus haut. Voilà, pour ceux qui auraient suivi ce plan, écoutez, vous êtes à plus 8% et vous auriez pu même faire plus 13%. Et l'objectif est un peu plus haut, mais bon, on verra bien. C'est toujours intéressant de voir que nos scénarios se mettent en place, ça veut dire qu'on a une bonne lecture du graphique, et ça prouve que voilà, on a une bonne perception de ce qui se passe psychologiquement sur le marché. On va aller voir tout de suite l'Ethereum s'il a été touché la borne que je vous avais dit la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement, il n'y a pas du tout le même mouvement sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, comme quoi, le graphique, ça sert à quelque chose. Et je suis toujours dans l'idée de le voir toucher ce niveau ici dans pas très longtemps, plutôt fin du mois, vers 1437. On verra bien, ce serait rigolo que ça le fasse exactement. Évidemment que c'est un scénario, il est parfaitement improbable, enfin en tout cas il a une probabilité de réussir qui est pas non plus extraordinaire, on verra bien si j'ai raison, mais en tout cas j'ai de bonnes raisons de dire que c'est là que ça devrait réagir. Et pour l'instant, le scénario a l'air de vouloir aller tranquillement aller vers cette idée-là. Vous verrez bien dans le futur si ça se passe comme ça. Allez, on va enchaîner sur les indices tout de suite et on va aller faire un petit tour de France et un petit tour d'Allemagne pour voir un petit peu l'état des lieux. Et c'est pas joli. Alors le CAC 40, alors je rappelle qu'on est jeudi soir, donc vous avez la vidéo vendredi soir. Donc il y a encore une journée à faire dans la semaine, mais on est en train de baisser et si mensuellement on s'approche de la fin du mois, si ça rebondit pas, on aura un mois rouge qui casse quand même une tendance, clairement une tendance qui était haussière. Et là, on est vraiment en train de se retourner. Et on va aller voir sur les hebdomadaires tout de suite pour mieux comprendre ce qu'il se passe sur les indices et notamment le CAC 40. Alors on a toujours notre rounding bottom que j'avais écrit la semaine dernière, qui est pas tout à fait parfait, mais on voit l'esprit dans lequel on est. Et on arrive sur les zones, je dirais qu'on avait discuté. Alors personnellement, j'étais assez étonné du rebond aujourd'hui. Je pensais que ça allait chercher un peu plus bas, même voir ici à 6734, mais 6832 semble assez. Bon, ça me paraît jouable. Si c'est pas demain, ce sera dans les jours qui viennent, mais je vois pas trop pourquoi ça rebondirait. Sauf que c'est la bourse et que ça peut rebondir et que je peux avoir tort, mais ça va là où je pensais, je dirais de borne basse, alors plus ou moins par là, plus ou moins par ici, et on verra si ça veut décrocher plus bas, mais ça m'étonnerait dans un premier temps. Je dirais que si on devait se faire un scénario, allez tiens, on se fait un scénario pour la fin de l'année, allez on va voir ce que ça donne. On va le mettre ici, donc une touchette par ici ou par là, on verra bien à peu près approximativement, et puis un rebond, je dirais, vers lesquels on pourrait emmener le CAC 40, je dirais, sur la fin d'année. On va dire, je dirais tout début, je dirais à la fin décembre. On pourrait revenir par ici, et ça me paraît pas du tout incohérent de voir ce genre de phénomène, pour ensuite avoir une année 2024 sur laquelle je serais beaucoup plus méfiant. On va regarder, si vous voulez bien, un indice qui est aussi français et qu'on a déjà regardé et qui s'appelle le CAC Small, et vous allez voir que le crack est en train de continuer, c'est impressionnant. J'ai rarement vu ça depuis que je fais de la bourse, mais c'est vraiment continuel, c'est le CAC Small. Et donc on se met en hebdomadaire, voilà, le CAC Small est en train de, moi j'appelle ça dégueuler. On est passé en dessous de 10 000, ça y est, c'est fait. On arrive sur une zone où ça pourrait quand même faire un petit rebond, ça serait quand même pas un mal, on va la noter vite fait. Voilà, c'est impressionnant, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines que ça dévale sans discontinuer, c'est impressionnant, c'est vraiment des sorties de fonds importantes. On verra bien, on rebouge les gaps anciens un peu partout, mais sincèrement, waouh, c'est phénoménal. C'est là où on voit que c'est assez inquiétant de voir comment le marché est en train de vraiment pricer une future récession, notamment en Europe. Et c'est là où je vous disais, la France, je la sens pas. Et voilà, maintenant, on le sent bien que il fallait pas la sentir. Je vous dis quand même, ça peut continuer. Il y a encore 12%, je viens de vérifier ici. Il y a 12% jusqu'au bas du canal et 21% jusqu'au canal long terme qui se trouve ici. Je sais pas si on ira en ligne droite, on ira peut-être pas tout à fait maintenant, mais c'est vraiment waouh.
Je suis pas rassuré. Voilà. Je commence à être pas rassuré du tout, même si moi personnellement j'ai un portefeuille qui monte parce que je sélectionne vraiment mes valeurs. Il faut savoir que le CAC 40 small, hein, le CAC small, c'est quand même loin d'être un indice composé de valeurs extraordinaires, mais c'est quand même, ça donne la tendance du marché et c'est quand même très difficile de performer dans ces marchés-là. On va aller voir vite fait le CAC Mid and Small s'il a la même tête, histoire de faire le tour des Français. Bah écoutez, j'ai pas travaillé du tout le graphe, je l'avais positionné comme ça. On arrive sur une résistance, il faut vraiment espérer que ça reste pour que ce soit, je dirais, une baisse contenue qui permette de revenir ici et qui fasse qu'on baisse tranquillement, si je peux m'exprimer comme ça. Moi je suis assez épaté, je suis assez épaté de voir ce mouvement qui est quand même assez général. Allez, on va aller voir l'Allemagne avec le DAX, si il est dans une santé différente. Bah écoutez, il se comporte exactement comme nos amis français, donc à vrai dire, les deux économies françaises et allemandes sont vraiment dans la mélasse. On laisse cet oblique vraiment histoire de voir s'il y a un pullback potentiel à revenir sur le mois de décembre. On verra bien si ça se pratique, mais franchement, sur le DAX, l'objectif c'est 14 600, on est à 15 045, on est à 400 points, ça peut le faire très rapidement. Même si on a des indications qui peuvent nous faire donner envie de dire que ça ira autrement. Mais bon, là, on a un avalement baissier qui se remet en place sur... voilà, le mouvement est baissier. Je ne vois pas, pour l'instant, de retournement. Il faut vraiment aller chercher contact et d'avoir une réaction de marché sur le contact pour pouvoir commencer à dire qu'on va inverser la tendance sur les indices. Allez, on va aller voir vite fait le MDAX, l'équivalent du CAC mid français. Et ben regardez, il a la même tête, il est en train de casser un support que j'avais vaguement tracé. On peut le supprimer, ça marchera plus. Et on sent bien qu'il va aller revenir sur une oblique qui semble assez évidente ici. Donc il y a encore de la place en dessous. On va aller voir le Small DAX, qui est l'équivalent du CAC Small en Allemagne. Et ben lui, il se porte un peu mieux quand même que la France, comme quoi, des fois l'Allemagne, ça va un peu mieux. J'agrandis, voilà. Mais on sent que c'est la dernière limite, elle est ici. On va la tracer, on va voir si ça rebondit ici. Voilà, mais sincèrement, si ça passe en dessous, eh bien ça ira chercher plus bas. On est vraiment en France. Vous voyez, c'est la France qui va le moins bien, et c'est normal que vous ayez des performances très difficiles actuellement. Allez, on va aller voir vite fait les Américains, voir comment ça se passe, sachant qu'on est en pleine séance américaine. Voilà, donc j'ai le Nasdaq qui fait de la résistance. Le coquin est toujours pareil. Donc ouais, voilà, je vous disais, j'ai un biseau moi qui semble avec les bornes hautes ici, qui semble intéressant. On est revenu sur cette oblique parfaitement et on va regarder un petit peu la suite des événements. Moi je dirais qu'on va redescendre ici, j'en sais rien, mais si les indices européens craquent, ce sera les US qui les emmèneront et pourquoi pas aller là. Et continuer à aller dans ce biseau tant qu'on est dans ce scénario-là, tout va bien. C'est si on passe en dessous qu'on passe en scénario négatif. Pour l'instant, je dirais que sur les États-Unis, tout va bien. Et regardez bien la macroéconomie, elle est très expressive. Il n'y a pas de crise aux États-Unis. Donc les Européens baissent, comme c'est très souvent le cas par rapport aux États-Unis. On est souvent moins bon. C'est pas pour ça qu'il faut aller aux US, parce qu'il y a aussi l'effet monétaire qui impacte votre performance aux US. Les gens n'y pensent jamais. C'est juste après qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas gagné d'argent alors qu'ils avaient des belles performances. On va aller voir le Dow Jones pour finir, si il a une autre tête. Bah non, je dirais qu'il a tout à fait la même tête. On voit bien que les US, les chiffres sont macroéconomiques, font que voilà, globalement, on est un peu au milieu de rien sur le Dow Jones, donc on va pas traîner. Il est au milieu il est entre deux bornes. On va pas s'attarder sur ce sujet-là. Donc voilà pour les indices. On sent que voilà, l'Europe décroche. Clairement, plus ou moins les small, les mid, on va dire les valeurs qui sont plus, je dirais, à l'intérieur de l'Europe. On sent que la consommation européenne baisse. Faut dire quand même qu'on a monté les taux d'intérêt de manière assez importante et c'est ce qui fait que voilà, l'Europe subit à contre-coup, je dirais, les conséquences parce qu'on n'a pas une croissance, je dirais une croissance nominale qui est vraiment bonne par rapport aux États-Unis. Les États-Unis ont plus de souplesse par rapport à ça que nous. Voilà, donc je pense que l'Europe va sous-performer les États-Unis encore un petit moment. C'est pas pour ça qu'on ne trouve pas de valeur intéressante, c'est ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo. Alors évidemment, je vous demande toujours à chaque fois, mais mettez-moi des commentaires, proposez-moi des valeurs. J'ai du mal à avoir des gens qui me donnent des valeurs. Bon voilà, j'essaie de faire un truc participatif. Si ça ne vous intéresse plus, je l'arrêterai, on verra bien, mais en tout cas je vais faire le peu de valeur qu'on m'a proposé cette semaine pour pouvoir animer cette vidéo sur la partie action qui est quand même la plus importante de tout ce que je fais sur les marchés financiers. Allez, c'est parti, juste après le disclaimer et puis comment faire fonctionner la biblio. Allez, c'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis.
Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà, et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai, c'est BNP, par exemple, une banque française, et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois il y a un tiret qui peut vous embêter, et qui fait que moi j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez, et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé, et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine, et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Voilà, puis je rappelle que je ne fais pas encore d'américaine sur cette émission, j'y réfléchis pour l'année prochaine. Allez, on va enchaîner avec 2 valeurs que je voudrais vous faire voir. Alors avant de faire vos valeurs, j'ai 2 valeurs, je dirais un peu les valeurs de la semaine, mais 2 valeurs de la semaine qui sont en train de s'effondrer, et qui prouvent qu'il y a des choses dites sur ces chaînes qui sont quand même pas inintéressantes, et j'avais fait une vidéo que je vais vous mettre là tout de suite, sur l'hydrogène, et on va aller voir 2 valeurs dans l'hydrogène, et vous allez voir que c'est la catastrophe. Ça, c'était vraiment dit, c'était clairement dit, et vous allez voir que c'est irrécupérable. Allez, c'est parti. Et la valeur, la première que je voulais vous présenter, c'est LIF. LIF qui était un projet, voilà, une introduction en bourse qui s'est passé autour de ce prix-là, autour de 8,64. Ça a même à peine passé au-dessus, ça s'est cassé la figure, ça a latéralisé longtemps, et badaboum, c'est parti vers le bas. C'est pas faute d'avoir prévenu. Voilà, maintenant c'est la catastrophe. Alors je fais un petit coucou, s'il regarde la vidéo, je fais un petit coucou à Pierre-Yves que j'ai croisé, que j'ai vu, on s'est croisé dans une soirée il y a pas longtemps. Il me parlait de l'IF. Bah voilà, mon pauvre ami. Je pense que tu peux oublier le dossier, c'est terminé pour lui, et c'est pas impossible qu'il perde toute sa valeur, parce que bah voilà, c'est l'IF quoi. C'est de l'hydrogène. Alors donc voilà, faut vraiment regarder la vidéo que j'ai faite sur l'hydrogène, parce que c'est ce que je pense de toutes ces petites valeurs sur l'hydrogène, et c'est pour ça que je vais vous enchaîner. Je fais pas plus de commentaires. Il y avait une oblique là, on va la faire sauter. De toute façon, elle ne sert plus à rien. À vrai dire, tout ce qu'il faut, on va changer la couleur. Voilà, on a changé la couleur. Maintenant, c'est une résistance, mais ça reviendra pas dessus. Hein. Enfin, sincèrement, ça reviendra pas dessus. J'ai même pas envie de voir les fondamentaux. De toute façon, j'avais annoncé la couleur, c'est fait. On va aller voir une autre valeur sur le cas de l'hydrogène, et une superbe daube magnifique que j'avais annoncé comme étant la daube de l'année. Elle a fait moins 17% aujourd'hui. Elle s'appelle Opium. Alors, Opium, elle a fait moins 17, mais ça fait longtemps qu'elle fait des moins 17, puisque maintenant elle est à 12 centimes. J'avais dit que je pensais que c'était la société qui allait se plus l'effondrer dans l'année. Je rappelle que nous avons régulièrement une émission ici qui s'appelle l'indice MDR. Ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir la dernière vidéo qui s'intitule Tout perdre en bourse. Et ben voilà, comment on fait pour tout perdre en bourse. On achète des valeurs qui sont catastrophiques pour des raisons qui sont expliquées dans cette vidéo là. Voilà, je voulais juste vous faire voir que vraiment l'hydrogène c'est une catastrophe. Regardez bien, c'est splendide. On est sur un programme d'OCA magnifique. Il n'y a même plus de projet industriel. C'est vraiment... et ça va continuer. Alors, on est à moins 98,5% je crois sur l'année. Alors, j'estime moi que le challenge est réussi quand ça fait moins 99. Bon, il y a encore un petit peu de chemin pour faire moins 99. Et quand on arrivera à moins 99, je pense qu'on pourra refaire 99% de baisse pour aller vers le moins 99,99. Est-ce qu'on le fera avant la fin d'année? Bon, je doute encore, mais je pense que 2024, on aura ce que je voulais obtenir, c'est la daube des daubes. Je sais pas qui tient le challenge, on verra ça en fin d'année. On fera une émission sur les pires valeurs françaises, mais Opium est pas loin de réussir son challenge. On verra bien, mais je crois qu'il y en a une qui est encore pire que elle. On regardera ça dans pas longtemps. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de telle manière à ce que vous ayez les informations sur ces valeurs les pires de la côte française. Je crois qu'on est rendu à 25 ou 30 valeurs dans l'indice, et je crois que ça va encore augmenter parce que j'ai cru voir 2-3 dossiers qui mériteront de rentrer dedans. Je pense notamment à Metex qui était dans les pépites, et un jour j'ai dit je le sens plus. Eh ben écoutez bien, c'est l'effondrement total.
et tous les traders se sont cassés les dents dessus, comme quoi il faut faire du fondamental pour arrêter de se casser les dents sur des dossiers pourris. Casser, il n'y a pas d'autre mot. Allez, on enchaîne avec Charles qui m'a parlé d'une valeur qui vient de s'introduire en bourse, et je vais lui expliquer d'autres petites choses, il a l'air fan. On va pas être d'accord. Alors, elle s'appelle Osmosun, le code c'est ALWTR pour faire water, c'est vachement intelligent, c'est ensemble, là, il y a eu de la recherche là. Ça a monté comme une folle à l'introduction en bourse. Alors là c'est en semaine, c'est pas la peine de mettre en mois. On va se mettre en jour pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. On est passé de 7, on est monté jusqu'à 13, on a fait x2 et depuis, badaboum. Alors, moi je te dis ce que je pense. Bon, je sais que ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, mais ce que je pense, c'est que ça, c'est un échec industriel annoncé. J'en suis quasiment certain. Tous les mécanismes de réflexion de comment on a vendu le bébé avant l'introduction en bourse sont pour, je sais pas, il y a des mots que j'ai pas le droit de dire, mais tu devineras lesquels je pense. Je pense que il y aura beaucoup de déceptions. Voilà. Donc je vais te tracer 2-3 trucs histoire que, voilà, j'ai même pas eu le temps de faire le graphe, puis ça m'intéresse pas trop. On va le faire en daily, ça va nous changer. Et tu vas voir que rapidement tu vas pouvoir savoir où est-ce qu'il faut se barrer si ce que je dis s'avère être vrai. Voilà, je t'ai tracé un biseau, hein, il est assez évident. Ça part vers le haut, bah tant mieux, hein, j'aurais tort. Et puis, voilà, faut espérer que j'ai tort, hein, parce que je crois pas dans ce projet-là. J'y crois pas, mais je peux me tromper. Mais sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Et là, on vous a vendu, voilà, on va faire du dessalement d'eau, il y a personne d'autre qui le fait, on est la première société qui le fait, donc voilà, il y a d'autres sociétés qui travaillent dessus. Ouais, ça ressemble à ce qui se passe dans l'hydrogène. Moi, je suis pas convaincu du tout. Alors, ça a fait un super partenariat avec OKWind, qui est là, par contre, une valeur que j'adore, et vous le savez. Enfin, vous le savez, pour ceux qui me suivent, notamment sur Twitter, ça fait depuis le début de l'année. Moi, je suis acheteur depuis 13,50 € sur OKWind, et c'est reparti vers le haut cette semaine. J'espère que demain, ça sera validé, mais j'ai bons espoirs que ce soit validé en hebdomadaire sur la remontée de OKWind. Mais Osmosun, c'est pas la même chose. Osmosun, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas pour 1 million de raisons qui font que, je suis désolé de te dire ça, Charles, mais j'ai bien vu que t'étais emballé. Je suis désolé de te dire que je suis pas emballé, mais ce dossier-là, je vais pas y aller. Et j'irai pas tant que j'aurai pas des chiffres qui me diront autre chose et qui me diront t'as tort Richard, t'es devenu nul. Mais pour l'instant, j'en vois quelques-uns des dossiers pourris, je les vois venir, j'ai le sniff. Celui-là, je le sniffe mal. Donc voilà, tu en fais ce que tu veux. Ça m'arrive aussi de me tromper. Donc tu fais ce que tu veux de ce que je viens de dire. Je rappelle quand même, je fais une parenthèse, je rappelle que tout ce que je dis, ce sont mes sentiments, ce n'est en aucun cas des conseils, et encore moins des incitations à l'achat ou à la vente, c'est juste mon ressenti. Vous en faites ce que vous voulez, et aucune idée chez moi de vous imposer ou de vous conseiller quoi que ce soit. On va enchaîner avec Smine qui m'a demandé de faire un update sur Publicis, qui m'a dit qu'il a cassé vers le haut. Je suis pas convaincu du tout que ce soit le cas. Allez, on va voir Publicis tout de suite. C'est une autre valeur, hein, c'est autre chose. Hein. Alors, Publicis, tu m'as dit que ça avait cassé vers le haut. Bon, moi j'avais tracé ça. Alors, je pense pas que ce soit dans une émission, mais je pense que c'est dans l'émission le CAC 40 intégral. Pour ceux qui connaissent pas, vous tapez, vous allez voir dans la playlist indices, et vous allez voir qu'il y a les indices maison et les indices classiques, notamment le CAC 40 intégral que j'ai fait cet été. Et je trouvais qu'on arrivait sur des zones plutôt difficiles. Alors, ça tient bien. On est en mensuel, hein, ça tient bien. Mais je vois pas trop ce que ça a cassé. Si ce n'est peut-être un biseau, on va aller regarder ça en hebdomadaire tout de suite. Ouais, ok, je vois ce que tu voulais me dire. Je vais le tracer ce que Smine m'a raconté. Pour ceux qui y connaissent rien, on a un petit biseau mal foutu, hein, mais qui est plutôt comme ça. Ouais, t'as peut-être raison, Marc. T'as peut-être raison. Alors, ce qui fait que t'aurais raison, c'est que demain, on aille toucher bien... on a quasiment touché là. Et que ça reparte. Et là, t'aurais raison. Mais je t'ai mis, t'as vu, c'est en pointillé, donc c'est approximatif. Il y a des résistances quand même long terme qui sont là. D'ailleurs, ça travaille dessus. Hein. On voit bien que ça tape dedans. C'est pas gagné. C'est pas gagné, Smine. Je suis désolé, je voudrais te faire plaisir, mais je ne peux pas te faire plaisir parce qu'en bourse, faire plaisir aux gens, c'est pas du tout la meilleure chose à faire pour vous apprendre. Bon, écoute, tu verras bien. Hein. Si t'es dedans et que t'es positif, bah c'est bien, faut tenir ta position. Si ça réintègre, bah en gros, c'est un couloir. C'est un couloir qui est avec une borne à 77-76 et qui pourrait retomber à 66. Donc bah si t'es acheté là, il faut être costaud pour tenir parce que ça pourrait continuer à gigoter et revenir sur ton prix d'achat après. Bon, voilà, c'est la psychologie, c'est quelque chose de vraiment très particulier qu'il faut travailler tous ensemble.
Voilà pour Publicis, merci Smine, et puis bah n'hésite pas à m'en remettre d'autres, hein, parce que t'es un des rares qui m'en remet tout le temps, donc n'hésite pas à me mettre d'autres valeurs dans les semaines qui viennent. On va enchaîner avec Jérémy, qui m'a parlé d'une valeur qui s'appelle Française des Jeux. Alors peut-être que tu fais partie du lot des gens, Jérémy, qui sont venus en bourse au moment de l'introduction en bourse de la Française des Jeux. Et évidemment, vous avez acheté ça, ça a monté, c'est super, c'est génial, j'ai des dividendes. Ah tiens, on va aller voir les dividendes vite fait. Ah, ils sont pas mal les dividendes, il y a pas mal de quantité de dividendes, ça va donner un petit peu de bonus aux choses. Bon, t'es toujours gagnant si t'as acheté au début, mais moi je te dis, ça a une sale tête. Hein. Ça a une sale tête. Attends, je te fais un truc vite fait. Ouais, j'avais vu ça et c'est parfaitement comme ça que ça se passe. Donc bah c'est sur support. C'est un support qu'il faut pas que ça lâche. Si ça lâche, ça ira retrouver ton prix d'achat. Donc bah, voilà, si tu veux gagner de l'argent, il faudra savoir quitter de telle manière à ce que tu encaisses un gain qui aurait pu être beaucoup plus fort, parce que je crois que ça fait doubler. Hein, c'est passé de 22 à 51, même plus que doubler. C'était vraiment du délire. C'était l'année 2020-21, c'était du n'importe quoi. Et là, on revient à la réalité de ce que la Française des Jeux est. C'est une mémère qui ne bougera pas beaucoup, qui fera du dividende et qui... mon avis ne grandira pas patrimonialement. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites notamment sur les dividendes. Vous comprendrez ce que je veux dire à travers ça. Voilà Jérémy, merci de me l'avoir donné. Puis si ça rebondit, franchement là, c'est le moment pile poil. Hein. En tout cas, moi on est jeudi soir et c'est plutôt intéressant. Faut voir ce que la bougie donnera. Et si ça passe en dessous, et de quelle manière ça passe en dessous, ça peut aller aussi lentement en dessous puis te repartir vers le haut. Mais franchement, ça ne sale tête. Hein. Et ça suit bien la baisse de nos indices. Il n'y a pas de décorrélation du tout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde vend du FDJ en ce moment. Allez, on enchaîne. On va partir un petit peu à l'étranger. Et on va aller voir ce que Fabrice m'a demandé. Il m'a parlé d'une valeur sur Helsinki. Et je l'ai pas trouvé sur Helsinki. J'ai trouvé sur Oslo. Donc revois ta géographie, mon ami. C'est en Scandinavie, mais il y en a un qui est en Finlande, l'autre qui est en Norvège. Et nous sommes plutôt sur la Norvège. Donc on quitte la zone euro, on part sur la couronne norvégienne, il faut bien la prendre en compte aussi dans vos idées de trade. Alors la valeur s'appelle ODF, ODF GEL, je sais pas si ça se prononce comme ça en norvégien, mais en tout cas, elle est cotée sur Oslo, et voici son graphe en mensuel. Bon, c'est très simple, hein, elle passe de 20 à 114, là, elle a fait x6 en une année. On arrive, attends, je vais te faire un peu plus agrandir, voilà, on arrive peut-être sur une zone où ça va peut-être s'arrêter de monter comme ça, et je trouve qu'il y a des bonnes raisons pour que ça s'arrête à un moment donné, donc je te le dis, c'est un dossier trop tard, entre guillemets, ça aurait été sympa de le voir là, parce que là c'était vraiment super intéressant. Moi personnellement je l'avais pas dans mes spectres, et c'est normal, parce que mes critères ne sont pas respectés sur ce dossier là, ça n'empêche pas de monter, comme quoi tu vois mes critères sont pas non plus absolus, je peux rater des dossiers, et non je ne le connaissais pas. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses à faire au niveau un peu plus court terme. Et j'ai trouvé... Alors je vais t'expliquer pourquoi. Bon là, l'oblique ici, elle est évidente, il y a des points de contact réguliers. J'ai trouvé que avec ce point de contact là, ici qui était propre, ici c'est dégueulasse, mais la méchouillette là, c'est peut-être un moment où, hop, je décale, je t'agrandis. Ça peut aller retravailler en bas et puis aller chercher ça après. Dans un autre moment, ce serait bien que ça revienne ici. Ça serait le point d'entrée assez sympa. Tiens, alors, tu vois, ici en plus, voilà, il y en a un truc là, vite fait. Ici, je te mets. Je viens de la voir là, donc je te la mets. Toi, cette résistance, ce support-là peut être super sympa. Et aller chercher 20% potentiellement, hein, qu'on soit d'accord, avec une invalidation qui me semble être assez proche, juste en dessous. Voilà, ça me paraît beaucoup plus intéressant à ce niveau-là que sur celui que tu viens de me faire voir. Fondamentalement, j'ai regardé. Je suis un peu gêné par le titre. Il valait pas cher, il vaut beaucoup, plus cher, mais il est pas très cher, mais je trouve qu'il est quand même revenu à un niveau de prix qui fait que il est un peu plus cher que prévu. J'ai fait attention, j'ai vu que les chiffres des tableaux de bord étaient mauvais, donc je les ai recalculés et c'est pas exceptionnel. Enfin, c'est bien, mais c'est pas excessivement cher. Ça peut monter plus cher, mais bon, il y a un bon bout de chemin de fait. Ça peut peut-être doubler encore. Tu vas me dire, ça fait énorme. Oui, ça fait énorme, mais il vient de faire x5. Hein. Donc faut pas oublier ça. Derrière, faut bien entendre ce que je viens de dire. Voilà pour ce dossier que je ne connaissais pas. Je te remercie de me l'avoir fait découvrir, mais je vous le dis quand même, moi je suis très Norvège en ce moment. Et il y a de bonnes raisons, mais je suis en train peut-être de virer ma cutie par rapport à la Norvège parce que j'ai un problème monétaire qui commence à réapparaître sur la Norvège. Donc attention à la monnaie, car vous avez vent de face quand la monnaie baisse, et c'est ce qui est en train de se passer de nouveau sur la Norvège.
concernant la Norvège. Alors que j'ai la Suède qui commence un petit peu à se calmer, le vent de face est en train de tourner sur la Suède. Donc je suis en train de peut-être bifurquer tranquillement vers la Suède. J'ai d'ailleurs rentré une valeur suédoise il y a pas longtemps dans mon portefeuille. Et qui est positive et qui a bien performé. Voilà pour ODF. J'en ai terminé avec vos valeurs, donc on va enchaîner si vous voulez bien avec l'indice des pépites. On va aller voir ce qui se passe sur cet indice. C'est vrai que cette semaine ça a été plutôt, voilà, bon, vous allez voir, plutôt intéressant de continuer à le suivre un petit peu de manière structurée comme on fait, de telle manière à voir ce que ça donne et puis analyser, voir s'il y a des petites analyses à faire sur les pépites. Allez, c'est parti pour l'indice PTDR, l'indice des pépites à trader de Ricardo. Et on attaque directement avec les évolutions de... Alors journalière, on s'en fout un petit peu. Ce qui va être intéressant, c'est les évolutions de la semaine. Alors évidemment, il y a encore une journée à faire. Mais on voit qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont légèrement corrigé. Donc il se passe pas grand-chose sur ces dossiers-là. C'est ceux qui sont un petit peu au milieu du game. On sent que la tendance, elle est baissière. Il y a plutôt du rouge que du vert. Et on va voir que aux extrêmes, il y a des choses qui se passent bien et d'autres qui se passent beaucoup moins bien. On a eu le plaisir de voir que Groupe OKWin avait rebondi sur un support qui me paraissait assez logique. Voilà, moi j'étais repassé personnellement à l'achat sur le titre. On a aussi que j'ai aussi en portefeuille. À vrai dire, je fais une semaine exceptionnelle alors que les marchés sont très bas, mais j'ai beaucoup d'OKWin, j'ai beaucoup de DOF et j'ai beaucoup de Gram car carrière. Donc écoutez, voilà, ça arrive qu'on ait raison. Et il se trouve que ces dossiers-là sont en forte hausse plutôt dans la semaine. Et j'ai plutôt bien vendu un dossier qui s'appelle Kempower, puisque j'ai vendu à 52 €. Et là, il vient de se prendre une belle calotte. Et on en reparlera, si vous voulez, 2 minutes dessus. Alors voilà, donc globalement, l'indice a légèrement baissé. Je dirais qu'il accompagne un peu la baisse naturelle qu'il y a en Europe sur les small et mid, puisqu'on a quand même un indice qui est beaucoup plus small et mid qu'autre chose. Et je dirais que ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que voilà, c'est vraiment l'archétype même d'un indice où c'est vraiment, je vous le dis, toutes les valeurs que j'ai devant moi sont des valeurs de très grande qualité. Il y en a juste une que je laisse traîner qui s'appelle Naga Group parce que je pense que l'année prochaine elle remontera suite à, je dirais, la remontée des crypto-monnaies, ce que j'attends en tout cas. Donc c'est pour ça qu'elle est restée, même si elle a plus d'intérêt, je dirais, pour l'instant. Mais pour le reste, ce sont des valeurs qui ont des chiffres, des résultats qui sont tous très intéressants, ou de vieilles valeurs qui sont dans l'indice, et notamment une qui baisse tout le temps. Franchement, j'arrive pas à voir le fond, c'est assez impressionnant. C'est Alphen qui a encore perdu 12% là, sur cette semaine et qui baisse continuellement. Alors voilà, elle est toujours positive dans le portefeuille parce qu'elle avait été rentrée très très bas il y a longtemps, mais vraiment elle baisse beaucoup. Et puis il y a une autre valeur qui baisse pas mal, mais qui pour moi m'inquiète pas, que j'ai aussi en portefeuille, mais que voilà je garde parce que j'ai un prix d'achat qui est beaucoup plus bas. C'est Soitec et qui n'a pas de raison vraiment de baisser, si ce n'est que c'est le secteur qui l'emmène vers le bas. Voilà, tiens, je vois juste au-dessus, il y a OX2, pareil, ça baisse, je crois toujours dans le dossier, les chiffres sont bons, c'est incroyable de voir des catastrophes boursières pareilles avec des chiffres aussi intéressants. Et je vous épargne les Aptech, les XFAB, etc. C'est pareil, tout ça, c'est des bons dossiers et non, ça part à la cave. Comme quoi, il y a je dirais là, il y a le fondamental de la valeur et puis après, il y a tout ce qui est ce que j'apprends à mes élèves et qui permettent de rentrer sur les bons dossiers au bon moment. C'est pas par hasard si je suis sur DOF, Groupe OKWin et sur Gramcar et que je ne suis pas sur les autres. C'est parce que j'ai une stratégie qui est complète, fondamentale, mais pas que fondamentale, parce que là ça le prouve, le fondamental ne suffit pas pour performer en bourse. Il faut vraiment faire du technique et du fondamental, et c'est très compliqué pour les gens de le faire. C'est ce que j'essaye d'apprendre beaucoup plus simplement à mes élèves. Ça, c'était ma page de pub personnelle. On va s'attarder vite fait sur Kempower et pourquoi ça baisse de 28%. C'est assez simple. Vous avez un dossier qui prend 500% en hausse, et là il vient de perdre en gros un tiers de sa valeur. Moi j'avais vu le truc, j'ai vendu lundi matin à la première heure. Vous regardez, c'est 52, je crois 52,25. Et voilà, je vais pas dire que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai un peu l'habitude et je sentais que ça pouvait dévaler. Et le soir de lundi, j'ai compris que ça allait vraiment dévaler beaucoup. Donc bref, j'ai eu un peu de chance. Il y a des moments où on arrive à bien trader, il y a des moments où on arrive à rien. Là, je suis plutôt en bonne forme, donc tant mieux, tant que ça dure, tout va bien. On va pas se gêner pour les moments où c'est plus difficile. Par contre, les gens sont étonnés de voir ces effondrements. Plus 500%, ça veut dire x6. On est encore à x4. Donc c'est sûr que si t'as acheté à 52 et que tu t'en trouves actuellement autour de 40 €, c'est sûr que ça fait mal
ça fait très mal, mais bon, ça peut aller encore plus bas, ça peut aller descendre à 35 ou 30, j'en sais rien, et ce serait encore très haussier. Mais ce serait révélateur que la psychologie des investisseurs sur le titre a changé. Et moi je trouve que cette descente est quand même révélatrice que soudainement il n'y a plus d'acheteurs. J'ai regardé les chiffres de la news, vous êtes dans une période où il y a pas mal de news, hein, moi je vous le dis tout de suite, hein, si vous connaissez pas le fondamental, c'est un marché sur lequel il faut pas être. Hein. Mais en tout cas sur les small, sur les pépites, je lis les rapports, je lis tout, et je peux vous dire, hein, sincèrement, Kempower, c'est magnifique. Hein. C'est toujours magnifique. Donc on est sur une valeur qui vient de se prendre une claque parce que, évidemment, elle avait multiplié par 3 son chiffre d'affaires, et là, son carnet de commandes grandit toujours, même moins vite que x3. Je pense que c'est exagéré, mais ça peut aller plus bas. On verra bien. En tout cas, sincèrement, hein, graphiquement, le dossier haussier comme ça n'existe pas. Ça s'arrête un jour. Donc là, bon voilà, Kempower a marqué l'arrêt. Il reste à x4 par rapport à son introduction, mais il peut parfaitement aller à x3, x2, et vous seriez perdant. C'est le moment où vous êtes rentré. Si vous aviez acheté beaucoup plus bas, vous seriez pas avec la même perception des choses. Moi, personnellement, je rentrerai dessus sur Signal Graphique dès que je reverrai quelque chose qui me plaît graphiquement et qui me donne l'envie de retourner sur le titre. Mais pour l'instant, je dirais qu'il faut le laisser couler. On n'achète pas les couteaux qui tombent, on n'achète pas les couteaux qui tombent. Voilà, ce sera la phrase du jour, et on s'arrêtera sur cette phrase dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt, puis je vous laisse des vidéos ici à regarder. Profitez-en pour ce week-end, allez regarder, et il fait pas très beau apparemment, donc on va rester bien au chaud devant les vidéos de Ricardo. Allez, ciao, à la prochaine, allez, ciao.